Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de la fidélité à Walf TV et bienvenue dans votre émission Actu en 7. Actu en 7 qui a le plaisir de recevoir ce samedi Bassirou Dieng. Il est journaliste au quotidien Le Témoin. Bassirou, bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir partagé. Nous sommes également avec Mamadou Moutban. Il est lui le directeur de publication du quotidien Dakar Times. Bonjour Ban. Moustapha, bonjour. Merci à vous. Salut les auditeurs et les téléspectateurs de Walf TV. Et j'associe à ces salutations mon confrère Bassirou. Alors, diverses actualités traitées dans la presse de cette semaine de l'affaire Kémi Seba, du nom de cet activiste envoyé en prison vendredi pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA, aux insultes sur les réseaux sociaux, en passant par les remous qui touchent la Ligue démocratique. Toutes ces actualités donc ont marqué la presse de cette semaine, mais si vous le permettez, Moutban, on va commencer avec cette actualité toute fraîche qui concerne l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Alors, il y a dans cet aéroport-là deux entreprises qui étaient chargées de gérer les activités au sol. Il s'agit de AHS et de SHS. Alors, l'actualité, c'est qu'il y a 2 jours, le ministre Maïmouna Ndoye Seck avait pris la décision de renvoyer Cheikh Tidiane Ndiaye, qui est le directeur général de AHS. Mais coup de théâtre, ce samedi matin, le journal Libération nous apprend que la passation de service a été annulée et que ce sont les hautes autorités de ce pays qui ont décidé de freiner le ministre, je veux bien dire le président de la République. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on peut expliquer ces cafouillages-là au sommet de l'État? Bon, moi je pense que pour mieux comprendre cette affaire, il faut un peu remonter du temps de la traque des biens mal acquis. Parce que c'est une entreprise qui faisait partie des cibles, en tout cas du procureur Alioune Ndao, lorsqu'il s'était agi de faire la traque des biens mal acquis concernant le dossier de Karim Wade. Maintenant, après, la société a été mise en administration provisoire et confiée à Abdoulaye Sylla, qui serait, paraît-il, un proche du pouvoir. Et donc, nous avons même suivi sincèrement dans les déclarations d'Assane Diouf, qui a beaucoup parlé de lui. Donc, mais Abdoulaye Sylla, on ne sait pas à quel titre il a été, en tout cas, choisi par la CREI pour lui confier l'administration de l'entreprise. Après, il y a eu des confusions parce qu'à un moment donné, on parlait de l'audit, parce qu'il était question quand même de faire la situation, parce qu'il y a eu un personnel, il y a eu un actif et un passif. Il y a eu un personnel qui a été, qui est toujours là-bas, et on ne sait pas à qui appartient la société entre Karim Wade et Bibo. On ne sait pas aujourd'hui la situation financière de l'entreprise jusque-là. Et il y a un projet de délocalisation de l'aéroport de Dakar à Diass. Et il y a une nouvelle entreprise qui doit être créée, paraît-il, par l'État du Sénégal avec des Turcs. Absolument. Maintenant, l'enjeu est là-bas parce que il y a, en tout cas, paraît-il, un noyau qui est là, des gens qui sont en train de faire une résistance parce qu'ils ne veulent pas que cette société-là une autre société soit créée avec des Turcs au détriment de AHS. Maintenant, pour revenir sur la décision de la dame, je pense que, paraît-il, Cheikh Ndiaye a été nommé par décret. Seul le président de la République est habilité à démettre un directeur général nommé par décret. Le ministre, on ne peut pas démettre un directeur parce que la nomination a été faite par le président de la République. Je comprends si le conseil d'administration s'est réuni hier pour essayer de valider la décision du ministre et qu'on nous dit que le président de la République s'y est opposé, c'est parce qu'effectivement, un ministre ne peut pas démettre un directeur général. Par exemple, le ministre ne peut pas démettre le directeur général du port, du COUD, qui sont des directeurs qui sont nommés par le président de la République du Sénégal. De ce côté-là, je pense que Maïmouna Ndoye a fauté parce qu'il ne peut pas démettre parce qu'il ne l'a pas nommé. Et donc c'est une confusion qui est là. Et d'ailleurs, il y a des sources qui disent que même elle doit partir, elle doit quitter le gouvernement, on le dit. Et c'est cet acte-là, en tout cas cette opposition du président de la République sur le départ de Cheikh Ndiaye, c'est un peu de confirmation. Alors, ce qu'on sait, d'après ce qui a été écrit en tout cas dans la presse, c'est qu'il y avait, à propos du transfert de l'aéroport de Dakar vers Ndiass, Cheikh Tidiane Ndiaye, le directeur général de AGS, s'est opposé à certaines décisions du ministre. Il n'est pas le seul d'ailleurs, puisque de l'autre côté également, on nous parle
Mourban l'a dit tout à l'heure qu'il y a eu des résistances. Mais est-ce que dans cette affaire-là, entre le DG de AHS et le ministre, c'est pas finalement le ministre Maïmouna Ndoye Seck qui risque de payer de sa personne le conflit entre les deux entités? Oui, Moustapha, permettez-moi d'abord de saluer mon confrère Mourban et les téléspectateurs de la télévision Walf TV. Revenant un peu sur votre question, par rapport à votre question, je pense que c'est un signe de désaveu, mais également une humiliation faite au ministre Maïmouna Ndoye Seck. Parce que quand un ministre prend une décision de démettre un directeur général ou bien quelqu'un à son poste et que le président de la République vient en retour pour la freiner, ou bien même pour l'humilier, entre guillemets, on pourrait dire une humiliation. C'est une humiliation. Sur ce, le ministre en question, en personne, devra prendre ses responsabilités par rapport à cela, c'est-à-dire soit de démissionner ou bien de prendre un recul par rapport à ce qui se passe. Parce qu'elle ne peut pas prendre cette décision et que le président de la République l'humilie comme ça de manière publique. Ça, c'est une humiliation. Alors, le président de la République, le ministre, en prenant cette décision-là, pouvait elle aussi essayer de consulter le président de la République, qui a eu à nommer le directeur général, Cheikh Tidiane, à ce poste-là. Parce que ce n'est pas elle qui l'a nommé, mais c'est le président de la République, comme l'a si bien dit Mourban, par décret présidentiel. Donc si ce décret, le ministre se lève du jour au lendemain, parce que elle a eu des démêlés avec le directeur général, pour en retour venir prendre cette décision-là, ou bien par arrêté ministériel pour démettre le directeur général de son poste, je pense qu'elle a elle aussi commis une très grande faute de sa part. Alors, est-ce que ce n'est pas justement à ce niveau que se trouve la gravité, l'incongruité, c'est-à-dire qu'un ministre puisse se permettre comme ça de démettre un DG qu'il n'a pas nommé, sans consulter auparavant le Premier ministre d'abord, mais également le chef de l'État. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle ose faire ça? Peut-être qu'elle l'a fait sous le coup de la colère, parce que le gars, entre guillemets, l'a humilié à ne pas se soumettre ou à ne pas exécuter sa demande. C'est-à-dire, on a eu le journal Libération l'a révélé qu'il paraît, il a amené quelqu'un qui devrait être recruté là-bas au niveau de AHS. On parle du cousin d'un de ses cousins. C'est ce que le journal a parlé. Alors, même si le gars ne l'a pas fait, même si le directeur général, M. Ndiaye, ne l'a pas fait, elle ne devrait pas se lever du jour ou bien sous le coup même de la colère, prendre cette décision, parce que ce n'est pas elle qui a nommé le directeur général. Elle devait s'attendre à cela, à cette humiliation-là, à cette décision même du président de la République de la freiner par rapport à cela. Alors, tel que les choses se présentent, Mourban, elle va certainement quitter le gouvernement. Oui, allez-y. En fait, moi, ce que je voudrais ajouter par rapport à cette question, c'est que moi, je sais que la dame, elle connaît les procédures de nomination d'un directeur général. Absolument. Moi, je pense que la stratégie qu'elle a essayé de mettre en place, c'est de monter le conseil d'administration, de valider un choix et que le conseil d'administration propose la nomination, en tout cas le choix d'une personne X. On a parlé de Serigne Mbaye Thiandoum, proposer ça au président de la République, et proposer ça au président de la République pour qu'il valide le choix du conseil d'administration. Mais je sais qu'elle sait qu'il ne peut pas démettre un directeur général nommé par le président de la République. Par ailleurs, la dame Maïmouna Ndoye Seck, elle était ministre de l'énergie et à un moment donné, elle a géré le contrat de recherche et d'exploitation pétrolière de African Petroleum, qui aurait donné un bonus de signature de 523 millions de francs CFA. Elle était là, après elle a passé le dossier à Lingui Ndiaye. Mais parlons du montage du dossier de Sénégal Airlines, de Air Sénégal, la nouvelle compagnie. Mais il y a un problème sur le type d'avion qui a été choisi. Elle a choisi des ATR, alors qu'il paraît que les techniciens ont dit que en fait les Airbus sont mieux que les ATR. Les ATR, c'est des types d'avions qui fonctionnent avec des hélices. Donc c'est une femme qui traîne pas mal de casseroles et que moi je pense que son départ du gouvernement ne serait pas une surprise. Qu'est-ce qui fait alors qu'elle reste encore dans le gouvernement malgré tout ce que vous dites? Mais je pense que depuis lors, le président de la République n'a pas eu... Peut-être qu'il attendait la fin des élections législatives pour faire son choix. On attend de voir d'ici quelques semaines ce que ça va donner. Alors, si on met de côté la personne concernée, Maïmouna Ndoye Seck et le DG de AHS, Cheikh Tidiane Ndiaye, est-ce que ce n'est pas un précédent dangereux quand même qu'un DG puisse prendre le dessus comme ça sur un ministre de la République? Tout à fait, mais en fait, moi je pense que jusque-là, à ce niveau d'information, nous n'avons pas tous les éléments.
on s'appuie sur les informations fournies par la presse, mais nous n'avons pas tous les éléments et les différentes parties qui gèrent ce dossier-là ne se sont pas encore prononcées, que ce soit du côté des ministres, que ce soit du côté de AHS ou bien que ce soit du côté des aéroports du Sénégal. Jusque-là, on s'appuie sur les éléments fournis par la presse qui n'a pas tous les éléments parce qu'on n'a pas encore vu d'arrêté du ministre, on n'a pas encore eu en tout cas un communiqué officiel. Ouais. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui doivent venir contribuer à l'éclairage de cette affaire. Alors, il y a quelque temps quand même, avant que cette affaire-là n'éclate, on avait beaucoup parlé de népotisme au sein de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, l'agence même des aéroports, mais surtout AHS. Il y a une certaine presse qui avait dit que les recrutements se font sur la base de clientélisme militant de la paire, proche de la première dame. Est-ce que ce n'est pas tout cela qui est en train de rejaillir dans les relations entre Cheikh Ndiaye et la tutelle? Mais ce qui vient de se passer semble confirmer les dires des gens par rapport au recrutement qui se passe là-bas au niveau de HS. Parce que si, par exemple, Libération a jusqu'à parler d'un cousin que le directeur général a refusé de recruter et que le ministre a pris la décision de le démettre de ses fonctions. Donc, ce que les gens disaient paraît être vrai. Ouais. Donc, là-bas, au niveau de AHS, les gens, ne recruteraient que sous le coup de la clientèle ou bien parce que tu es un militant de la paire ou bien parce que tu fais partie du pouvoir que, quand tu es là-bas, les gens, on te recrute forcément. Mais, ce qui se passe là-bas, je pense que c'est désolant d'une part, c'est désolant. Vous avez eu également à parler de précédents entre le ministre et le directeur général qui a eu à prendre le dessus sur son ministre. Oui. Je pense que c'est un précédent très dangereux même du fait que si par exemple il y a un autre ministre qui vient là-bas et que, le directeur général, s'il a la petitesse, il peut se faire la grosse tête. Parce que là, on risque d'aller vers avoir des directeurs généraux qui n'écoutent même pas les ministres. Il peut même aller jusqu'à se dire que, moi, c'est pas le ministre en personne qui ne m'a pas mis à ce poste-là, mais c'est le président qui m'a nommé par décret. Donc, je n'ai pas à me soumettre du ministre en question. Et ça pourrait créer des frustrations ou bien même des problèmes au sein des ministères. Alors, Moudban, au-delà de ce conflit-là entre les deux personnes, le fond du problème, quand même, vous l'avez dit à l'entame de votre propos, c'est le transfert de l'aéroport Léopold Sédar Senghor vers Blaise Diagne. Aujourd'hui, il y a une nouvelle entreprise qui est en train de naître. Je crois même que les Turcs vont détenir quelques 34% de cette entreprise-là. Les 33% iront à l'État du Sénégal et que les autres, les privés qui travaillent là-bas vont se retrouver avec 33%. Est-ce que ce n'est pas cela le fond du problème? Est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faudrait mener la réflexion au lieu de s'attarder sur la personne de Cheikh Ndiaye ou de Maïmouna Ndoye Seck? Mais vous avez tout à fait raison, Moustapha, parce que moi je pense qu'avant d'aller faire la migration de Dakar à Diass, il faudrait faire d'abord un audit technique, un audit financier de la gestion, en tout cas de AHS. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de l'aéroport c'est une plateforme où interviennent beaucoup de structures. Il y a l'ANACIM, il y a l'ADS, les ADS, il y a AHS, et il y a d'autres sociétés qui font de l'exploitation même au sein de l'aéroport. Donc il faut d'abord faire la distinction entre leur niveau de responsabilité et leurs prérogatives respectives. Et donc il faut faire cet audit-là. Maintenant, concernant la gestion, parce que il y a une autre entreprise, Sécuriport, qui intervient également là-bas, parce que Sécuriport, qui travaille directement avec AHS. Donc il faut faire cet audit-là. Il faut revoir le personnel égal, tenir compte en tout cas des préoccupations du personnel, que ce soit du côté de ADS ou bien du côté des aéroports du Sénégal. Mais il y a pire, Moustapha. Si vous savez qu'aujourd'hui, la superficie sur laquelle repose l'aéroport est estimée à 800 hectares. Presque une ville, hein? Ouais, un village. C'est là où l'État du Sénégal va édifier la cité des affaires. Là-bas, l'hectare, ça peut coûter, le mètre carré peut coûter de 250 000 à 300 000 francs. Sur les 800 hectares, ça dépasse les 2400 milliards de francs CFA.
Et récemment, j'ai été contacté par des populations de Yoff qui me disent qu'une partie de ce site-là leur appartient. Donc nous allons vers d'ailleurs, pour confirmer ce que vous êtes en train de dire, ils ont fait un mur juste vers Ouest Foire, là, ce qu'on appelle la bande verte, un mur qui augmente de manière considérable la surface sur laquelle l'aéroport est reposé. Mais nous allons vers un contentieux extrêmement grave entre l'État du Sénégal et la population de Yoff. Et c'est de la responsabilité de la Caisse de dépôt et de consignation qui a travaillé sur ce dossier-là avec la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc qui a gagné le marché et qui va exploiter ça. Et nous voudrons se comprendre en fait. Qui sont les gens qui sont derrière? Pourquoi autant de terres mis à la disposition de l'État du Sénégal et qui risquent d'être bradées? Il faut que cette affaire-là soit clarifiée et que le président de la République est attendu sur la question-là et les domaines. Oui, dans cette affaire Moudban, il y a d'ailleurs un fait à propos de ces terres-là qui a beaucoup intrigué, c'est qu'il y a quelque temps, il y avait un tableau avait été érigé là-bas, juste en descendant de la VDN, là, en allant vers l'aéroport, où la mairie de Yoff avait prévu de construire un établissement de santé, mais également une école. Alors, quelque temps après, ils ont enlevé le tableau, ils sont en train de construire une mosquée là-bas. Et on dit que cette mosquée-là est financée par le frère de la première dame, à qui reviendrait l'essentiel des terres de cette zone-là. Donc, Tafa, c'est un scandale. Et il faudrait un audit faussé d'abord de ce projet-là. Et moi, je pense que dans tous les grands pays, aux États-Unis, en France et ailleurs, en Côte d'Ivoire, les grands pays ont deux aéroports. Pourquoi pas ne pas maintenir l'aéroport de Dakar et faire de l'aéroport de le second aéroport du Sénégal, mais juste pourquoi vouloir brader les terres de l'État, en tout cas de Dakar, mais je pense que les populations de Lébou, les populations en tout cas de Yoff, ne vont pas se laisser faire. Des conflits en perspective, espérons simplement que l'État du Sénégal prendra ses responsabilités par rapport à ces terres de Yoff, mais surtout de l'aéroport. Alors, on va parler d'une autre actualité qui reste un peu dans le même sillage, c'est l'affaire Kémi Séba, mais également Ben Taleb Sow, du nom de ces deux activistes qui ont été arrêtés il y a entre jeudi et vendredi, envoyés à Rebeuss. Ils seront jugés mardi pour avoir brûlé, dit-on, un billet de 5 000 francs CFA. Alors, on sait que la loi punit sévèrement de tels actes, mais est-ce qu'au-delà de ce que prévoit la loi, ce que visaient les activistes-là, ils ne l'ont pas finalement obtenu, c'est-à-dire que réussir à faire poser le débat sur le franc CFA au sein de l'actualité? Pour mener un combat, il faut d'abord être libre. Mais pratiquement, entre guillemets, beaucoup, ou bien la majeure partie de nos chefs d'État ne sont pas, entre guillemets, libres. C'est ça le problème. Beaucoup de chefs d'État africains sont sous allégeance de la France. Ils ne sont pas libres. Donc, si quelqu'un n'est pas libre, il ne peut pas mener un combat. Il ne le fera jamais. Ou bien s'il prend l'exemple de Kadhafi ou bien de Idriss Déby qui a par exemple tous les moyens d'État, les moyens financiers et qui n'a pas pu gagner ce combat-là sur le franc CFA, et que Kadhafi qui avait des pétroles, des dollars, beaucoup d'argent, qui n'a pas pu gagner ce combat-là, et on a vu ce qu'il en est, les gens, bon, on l'a tué. Mais est-ce que finalement, Bachirou Dieng, est-ce que tout est mauvais dans le franc CFA? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de positif quand même dans cette monnaie-là? Bon, il y a du mauvais comme il y a du bon. On ne pourrait pas dire que tout est mauvais parce qu'on utilise cet argent-là. Bon, on fait du commerce avec cet argent. L'économie, entre guillemets, marche un peu. Donc, on ne pourrait pas dire que tout est mauvais. Il y a du mauvais, il y a du bon. Kémi Séba, du moins, autant pour moi, pourrait utiliser d'autres subterfuges pour pouvoir faire adhérer, comme l'a si bien dit Moudban, les gens, la population sénégalaise ou bien toute la population africaine dans son combat. Mais se lever du jour au lendemain pour brûler de l'argent, bon, communication, c'est vrai, les gens pourront en parler, comme l'a dit Moudban. Bon, pendant quelques jours, la Tabaski s'approche, les gens vont se concentrer sur la Tabaski, comment faire pour avoir leurs moutons, les habillements et autres. Ils vont tourner cette page-là. Bon, pendant quelques jours, 24 heures, 48 heures, les gens vont en parler, certes. Mais après la Tabaski, ou bien avant même quelques jours avant la Tabaski, les gens ne vont plus en parler. Il va perdre ce combat-là. Les chefs d'État africains, c'est-à-dire si Moudban utilisait, aller jusqu'à au moins
essayer de sensibiliser les chefs d'État africains, aller à leur rencontre, parler avec eux, les expliquer, parler avec des économistes, leur demander d'aller sur le terrain, dans les universités, les écoles et autres pour sensibiliser les gens. Mais est-ce que ça sert à quelque chose, Mourban, oui. Est-ce que ça sert à quelque chose d'essayer de sensibiliser les chefs d'État africains, puisque tout ce qu'on dit sur le CFA là, ils le savent. Même les populations aussi. Ils le savent très bien. Vous savez, le franc CFA, c'est un outil de souveraineté. Mais ce n'est pas le franc CFA uniquement. C'est un processus. Il y a le franc CFA, il y a l'armée. Kadhafi a parlé d'une armée africaine. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Quand le Mali a été menacé, c'est la France qui a envoyé ses soldats pour sauver le Mali. Aujourd'hui, on parle de plus de 400 millions d'euros pour financer la nouvelle, en tout cas une nouvelle structure qui sera mise en place dans le cadre du G5 Sahel. Et ce qui a motivé le déplacement de Macron récemment lors du sommet sur la sécurité à Bamako. On a un problème politique. Il faut d'abord réaliser l'unité africaine. Que les pays africains se réunissent comme les Américains ont eu à le faire avec les États-Unis d'Amérique, comme les Européens ont eu à le faire avec l'Union européenne. Il faut l'unité africaine d'abord. Ça, c'est politique. Maintenant, quand l'Union africaine est réalisée, l'aspect politique va venir. C'est l'aspect économique, c'est-à-dire le franc CFA, mettre en place des politiques publiques communes sur le plan de l'agriculture, sur le plan de la santé, partout. Et la monnaie va suivre. Après, l'Afrique aura une armée commune. C'est comme ça que ça va se passer. Mais on ne peut pas avoir une monnaie unique, en tout cas pour les pays qui ont en commun le franc CFA, alors qu'on n'a pas d'armée, par exemple, commune. Aujourd'hui, ce qui se passe au Nigeria n'intéresse pas le Sénégal, sinon de par les médias. Le Boko Haram est en train de faire des ravages au nord à Maïdougouri. Le Sénégal avait même refusé d'intervenir au nord Mali. Mais ici au Mali, le Sénégal a fait refuser d'intervenir. Il a fallu l'intervention de la France pour que le Sénégal accepte. Récemment, en Mauritanie, des pêcheurs sénégalais sont arrêtés en Mauritanie. On a des problèmes élémentaires qui bloquent notre rapprochement sur le plan économique. Les Sénégalais ont été exclus de la Gambie. Aujourd'hui, on nous parle de monnaie unique. Il y a des préalables. Ce n'est pas un jeu d'enfant ce que les gens veulent là. Mais ils le combattent avec des moyens trop enfantins. Parce que la monnaie unique, c'est trop sérieux. Ce n'est pas un truc de Facebook, ce n'est pas un truc de buzz. Il faut une adhésion populaire, il faut une organisation politique. Il faut que l'Afrique soit unie, qu'on ait une unité africaine sur le plan politique, on ait une unité africaine sur le plan économique et sur le plan militaire. Aujourd'hui, regardez, G5 Sahel, c'est créé par qui? Par le Mali, le Burkina Faso, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad. Maintenant, le Sénégal exclu et le Mali, le Sénégal. D'ailleurs, l'Algérie est en train de travailler à ce l'Algérie, G5 Sahel, qui est le président du Conseil de sécurité de l'Union africaine, l'Algérie qui abrite le CEMAC, le Conseil d'État, le chef d'état-major conjoint des armées conjoint qui abrite le siège à Tamanrasset, et exclut le Nigeria qui est la plus grande puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, exclu du G5. C'est des détails qui sont là et on nous parle de monnaie commune, il faut qu'on soit sérieux. Est-ce que justement, quand on voit les relations entre l'Algérie et la France, quand on voit le problème que le Nigeria rencontre pour lutter contre Boko Haram, il a fallu l'intervention de l'armée d'Idriss Déby d'ailleurs plusieurs fois pour lutter contre ces activistes, enfin ces soldats ces militants de Boko Haram. Est-ce que finalement on ne peut pas se dire que le G5 Sahel également est une manipulation de la France? Comment peut-on exclure l'Algérie de cette lutte contre les djihadistes quand on sait d'ailleurs que l'armée algérienne fait partie des meilleures armées pour lutter contre les djihadistes? Mais Moustapha, cette remarque est tellement pertinente que moi je ne peux pas comprendre que dans le Sahel, qu'on ait l'opération Barkhane, qui est installé au Tchad, avec ses moyens logistiques, ses drones et tout. On a également l'Africom qui est au Nigeria, qui est dans la sous-région, et qu'on connaît certaines attaques terroristes avec leur puissance, leurs agents de renseignement, leurs moyens techniques, leurs renseignements techniques, qu'on puisse connaître ces gens d'attaque-là. Quelque part, quand les gens parlent d'une manipulation, en tout cas de la France et autres, il faut savoir qu'il y a un enjeu économique. L'Areva fournit qui est la mine d'Areva qui se trouve au Niger, fournit de l'électricité à la France. Aujourd'hui, la France a besoin d'une présence militaire dans le Sahel
pouvoir contrôler, en tout cas défendre ses intérêts. C'est vrai, on dit que l'Afrique est indépendante, les Français sont partis, mais sur le plan militaire, la France maintient des bases militaires dans toutes ces anciennes colonies pour essayer d'exister également. Est-ce que finalement, quand on écoute l'analyse de Moudban, on ne peut pas se dire que celui qui a tout compris, si je puis m'exprimer ici, c'est Idriss Déby du Tchad qui a réussi à avoir quand même une armée forte, qui ne compte pas sur la France pour se défendre. Parce que quand vous prenez le Mali, le Burkina, des pays comme ça, quand il y a des attaques, c'est la France qui vient défendre, qui vient faire le travail. L'opération Serval est là pour le prouver. Mais le Tchad, lui, n'a pas besoin de ça. Est-ce que l'idéal, avant de parler de la monnaie, c'est de ne pas d'avoir une forte armée comme l'a Idriss Déby? Mais un pays qui n'a pas une armée forte ne peut pas être libre. La liberté d'abord, c'est qu'on doit d'abord avoir une armée forte. Mais dans tous les autres pays, au Mali, vous avez donné cet exemple-là, le Sénégal, qui est un voisin du Mali, a attendu que la France intervienne là-bas pour pouvoir aller au Nord Mali pour intervenir. Donc cette liberté-là, on ne l'a pas. Ici, le président Abdoulaye Wade, quand il était là, il a essayé de chasser les Français. Pour pouvoir s'imposer, pour que l'armée sénégalaise s'impose ici dans le pays et que toutes les bases qu'on avait remises à la France soient restituées à l'armée sénégalaise. Mais quand le président Macky Sall est revenu, il a tout fait pour remettre ces bases-là aux Françaises qui sont là actuellement. Donc, on ne peut pas être libre sans avoir une bonne armée et une armée libre également. Très bien. Alors, mais également avoir des matériels adéquats pour pouvoir faire face à l'ennemi. Ne pas faire ce qui s'est passé au Darfour. Alors, d'autres activistes qui sont en train de mener leur combat, mais sous une autre forme, c'est le mouvement Y en a marre, qui avait mené un combat pour le départ du président Wade. Après l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, le mouvement s'était un peu perdu, en tout cas semblait un peu perdu dans ses prises de position. Aujourd'hui, il lance une pétition pour que les dégâts qu'on a connus durant le processus électoral qui a mené au législatif soit réparé. Et ce qui est étonnant, c'est que au moins 8000 personnes ont signé la pétition, d'après les informations que nous avons. À votre avis, qu'est-ce qui explique ce succès? Ce n'est pas un succès, Moustapha, parce que 8000 personnes, ça ne te donne pas même pas un député, si c'était à l'Assemblée nationale. C'est pas le bon ratio. C'est pas le bon ratio pour avoir un député. Et on est 12 à 13 millions de Sénégalais. Vous savez, une élection, c'est un processus. Et dans le processus, il y a 3 éléments qui interviennent. C'est le pouvoir, c'est l'opposition, c'est la société civile. En tout cas, moi qui ai eu à participer dans beaucoup de rencontres concernant le processus électoral, parce que j'ai un mouvement citoyen et j'étais dedans avec les hommes politiques et l'opposition, j'ai vu que le processus électoral, pour ce qui est les élections législatives, a été géré exclusivement par le pouvoir. L'opposition avait l'occasion d'y participer. À un moment donné, elle a refusé. La société civile a été pratiquement absente. En tout cas, je ne veux pas dire la société civile parrainée par le pouvoir, mais la vraie société civile reconnue et qui prend des positions vraiment, des fois contradictoires à celles défendues par le pouvoir. Cette société civile-là a été absente. On a connu le marché des cartes d'identité numériques, 50 milliards de gré à gré, donné par Ibrahima Diallo, qui est le directeur général de la DAF, aujourd'hui, qui est en retraite depuis plus de 5 ans ou 6 ans, qui a un contrat renouvelé. Il est à la retraite et il doit partir. L'actuel DG de la DAF. Il est à la retraite depuis plus de 7 ans ou 5 ans. Il a un contrat. Quand on le nommait directeur général de la DAF, déjà, il était à la retraite, il a un contrat. Il est venu, c'est lui qui a amené les Malaisiens, qui ont été épinglés par la Cour des comptes en 2009. Les mêmes Malaisiens. Les mêmes Malaisiens, Iris. Et Ibrahima Diallo, le tel directeur de la DAF, a été entendu par la DIC. Ah oui? Ah oui. Et c'est à cause de ça qu'il n'a pas été nommé directeur général de la police, tu te rappelles. C'est lui, quand Codembeng est parti, c'est lui qui a été pressenti pour remplacer Codembeng. L'autre qui de la...
le gars qui était à Locrétis. Oui. C'est lui qui a été pressenti pour le remplacer. Mais c'est ce dossier-là qu'on a remis au président. Monsieur le Président, Ibrahima Diallo, que vous voulez nommer directeur général de la police, a été épinglé par la Cour des comptes dans le marché de passeports numérisés. Le marché a été lancé en 2005. Le rapport est sorti. Et le en même 2009. Ibrahima Diallo revient avec les mêmes Malaisiens. Avec les mêmes Malaisiens et maintenant pour les passeports CEDEAO. Or, il était entendu par la DIC, il était poursuivi pour des manquements dans ce marché-là. Et aujourd'hui, on le donne le marché. Il fait la même chose, ce n'est pas une surprise. Maintenant, il y en a marre. C'est bien qu'il y ait des jeunes qui s'impliquent et qui s'impliquent en tout cas pour avoir le contrôle sur la gestion des affaires. C'est un acte citoyen. C'est un acte citoyen qu'il faut saluer et je pense que moi, si j'ai l'occasion de signer la pétition, je vais signer la pétition non pas pour que ce qui s'est passé soit clarifié, mais ce qui sera fait demain, que ça soit fait dans les règles de l'art et que l'opposition et la société civile s'impliquent dans le processus électoral. Vous savez, pour rebondir sur cette affaire-là, récemment j'ai entendu les gens s'attaquer au mouvement Y en a marre, disant qu'ils sont financés par l'Union européenne. Beaucoup de choses ont été dites sur le mouvement Y en a marre. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont hostile de voir, qui ne veulent pas voir des jeunes s'engager politiquement ou bien comme le fait Y en a marre. Moi, c'est un acte que je salue, mais quand même, il y a un travail à faire. Ce qui a été fait est fait. Les élections législatives sont derrière nous. Mais la meilleure manière aujourd'hui de combattre ces régimes, si c'est leur objectif, c'est d'aller s'inscrire sur les fichiers électoraux, en tout cas sur le fichier, retirer leur carte d'électeur et participer au vote de manière vraiment massive pour essayer de changer. Est-ce que Y en a marre ne se trompe pas finalement de combat au lieu de mener le vrai combat, faire tout pour que les jeunes soient inscrits et massivement inscrits sur les listes et qu'ils puissent avoir leur carte à temps au lieu de perdre peut-être du temps à demander 1 million de francs de réparation pour chaque Sénégalais qui n'a pas pu voter? Est-ce que ce n'est pas un débat dépassé ça? Bon, je pense que le mouvement Y en a marre devrait arrêter de mettre les charrues avant les bœufs. Le combat devrait être mené bien avant. C'est-à-dire quand ils ont entendu que beaucoup de jeunes n'ont pas pu récupérer les cartes d'identité nationale, qu'ils descendent sur le terrain, qu'ils aillent au niveau des sous-préfectures, au niveau des préfectures, au niveau des commissariats et autres, au niveau des centres de vote pour essayer d'aider les jeunes, les autres Sénégalais à récupérer leur carte d'identité nationale. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu que le vote se passe, que les choses se passent, pour en retour venir dénoncer. Il faut d'abord participer pour ensuite dénoncer. Mais ils ne participent pas et en retour, ils veulent dénoncer. Mais je pense que c'est une chose désolante. Ils sont habitués des faits, il y en a marre. Ils attendent que le pouvoir ou bien que l'opposition ou un autre fasse une erreur pour aller au niveau des médias et autres pour dénoncer ou bien pour se faire voir. Oui. Mais s'ils disent qu'on doit rembourser 1 million de francs aux Sénégalais qui n'ont pas reçu la carte d'identité, mais il faut une commission pour déterminer la liste des Sénégalais qui n'ont pas reçu. Ils peuvent avoir la liste sans l'implication du ministère de l'Intérieur et de la DAF. Absolument. Et qui va débourser les fonds. Mais qu'est-ce qui nous dit également que c'est 8 000 et qui va payer? C'est l'État ou bien c'est ceux qui devaient produire les cartes et qui ne l'ont pas? Mais c'est ça. Qu'est-ce qui nous dit également aussi? Qu'est-ce qui nous dit aussi que ces 8 000 personnes qui ont eu à signer, signataires, n'ont pas voté le jour des élections? Voilà, qu'est-ce qui nous dit ça? Ce sont des questions qu'on doit se poser. C'est-à-dire qu'on ne doit pas sortir comme ça, prendre des signatures, des gens nous donnent leur carte d'identité ou bien des gens écrivent le nom et signent et qu'on se dit que ce sont ces 8 000 personnes qui n'ont pas eu à voter et qu'on doit rembourser ces 8 000 personnes chacun 1 million. Alors, c'est absurde. Vous êtes tous les deux des journalistes de quotidien de la place. Vous le savez aussi bien que moi que pendant les périodes de vacances gouvernementales, généralement la presse avait souvent des problèmes pour faire de bonnes unes, mais depuis quelque temps, il y a un Sénégalais établi aux États-Unis et qui a réussi à s'imposer comme ça dans le débat public. Il s'appelle Assane Diouf. Il a sa façon de dire les choses. Il a été interpellé, les gens disent beaucoup de choses. On a dit qu'il avait été dénoncé comme terroriste par l'État du Sénégal. Ensuite, on parle de la police de l'immigration américaine, qu'il devrait être expulsé. Et pendant ce temps-là, d'autres Sénégalais sont en train de faire exactement la même chose qu'il était en train de faire, Assane. Alors, finalement, le problème, c'est quoi? C'est qu'on utilise Facebook
les réseaux sociaux en général pour dire des choses qu'on ne devrait pas dire, ou bien c'est l'État du Sénégal qui n'a pas compris la façon dont il faut mener ce combat-là pour arrêter ces insultes, surtout sur les réseaux sociaux. Mais Moustapha, vous savez, pour le cas de Hassan, moi, je pas beaucoup de choses. J'ai rien à dire du cas de Hassan parce que pour moi, je suis pas d'accord. Si l'objectif c'est de faire partir Macky, il faut deux choses. Utiliser la voie légale ou la voie illégale. La voie légale, c'est d'avoir des cartes d'électeurs, d'aller voter contre lui pour qu'il tombe. La voie illégale, c'est d'organiser un coup d'État, en tout cas un soulèvement populaire pour qu'il parte. On n'en est pas encore là. Voilà. Donc, qu'est-ce que Hassan cherche? Il veut que Macky parte. Ce n'est pas à travers Facebook qu'on va organiser des trucs. Le jour du scrutin, on ne compte pas les insultes, on compte les cartes. Et aujourd'hui, c'est malheureux de voir que Hassan est devenu pratiquement, entre guillemets, le leader de l'opposition. Parce qu'il n'y a plus d'opposants dans ce pays-là. Les gens se sont alignés, il n'y a plus rien. On a l'impression que la défaite a assommé même l'opposition. Mais autre part ailleurs, quand aujourd'hui, Hassan, avec sa façon de faire, devient une icône ou bien en tout cas symbolise l'opposition au Sénégal, c'est parce qu'on a un problème. On a un problème et je ne suis pas également d'accord de voir les gens cibler l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un citoyen sénégalais qui passe par les réseaux sociaux pour dénoncer. Je mets de côté les insultes, mais pour dénoncer. Moi, je pense qu'il y a tellement de choses à dénoncer dans ce pays. Il y a tellement de scandales dans ce pays. Besoin d'insulter le président, sa femme et sa famille de maire pour se faire entendre ou convaincre les Sénégalais. Il y a des scandales, il y en a assez. Pape Alé dans ses chroniques, il en dit et il en répète. Il y en a trop. Pourquoi insulter le président? Je ne vois pas, ça n'a pas de sens. Maintenant, il a utilisé les réseaux sociaux. D'abord, le premier acte, le premier délit, c'est le fait de passer par l'Internet pour insulter. Il y a la cybercriminalité. Il y a une loi qui a été votée récemment, je pense en avril ou mai 2016, à l'Assemblée nationale. La cybercriminalité, ce que Hassan était en train de faire, peut entrer dans ce cadre. Peut entrer dans ce chapitre-là, parce qu'il utilise les réseaux sociaux pour insulter. Il y a également, on a parlé de terrorisme, mais le terrorisme, c'est quoi? Un acte terroriste, c'est quand on utilise des moyens pour semer la terreur contre une personne, un groupe de personnes, un État, une institution, une organisation. Quand Hassan a commencé ces vidéos, il a été suivi aussi bien par la police sénégalaise que par la police américaine. Les gens, ils suivaient ces vidéos et ils décryptaient ces messages. Il a été arrêté quand il a dit aux gars que oui, les gens doivent prendre une voiture, attaquer le mur de Rebeuss et aller sortir Khalifa Sall et les détenus. C'est ce même jour qu'il y a eu l'attentat en Espagne, oui, avec le même procédé. Un mur et on attaque pour tuer les gens. Les gens ont dit, attends, est-ce qu'il n'est pas de coordonner cette opération-là avec d'autres gens au Sénégal? Et il y avait des rumeurs de terrorisme au Sénégal. Hassan, ce n'est pas un terroriste, ce n'est pas un islamiste, mais il a utilisé un procédé, une technique terroriste et sanctionné par la loi 2008, ici voté par Abdoulaye Wade et Macky Sall quand il était premier ministre de Abdoulaye, 2007 du moins, quand il était premier ministre de Abdoulaye Wade. Parce que quand on utilise ces procédés pour semer la terreur, qui peut de même entraîner des troubles à l'ordre public. Ce qu'il a dit, si quelqu'un prend une voiture, s'attaque au mur de Rebeuss, par exemple, il peut, que le mur tombe, les prisonniers sortent, ça peut entraîner un trouble à l'ordre. Ça, c'est la loi. Ça n'a rien à voir. Maintenant, aux États-Unis, ces actes-là sont punis aux États-Unis. Maintenant, les gens ont utilisé, l'ont arrêté pour l'entendre. Finalement, ils ont vu que c'était une personne qui est dans une situation d'illégalité. Ils l'ont arrêté pour ça. D'accord. Alors, ce qu'il faudra également reconnaître, c'est que quand les gens parlent de Assane Diouf et d'autres personnes qui le font sur Facebook, c'est surtout pour insulter sur les insultes. On laisse de côté ce que Moudban est en train de dire sur ce procédé-là qui pourrait être qualifié d'acte terroriste et tout, mais on dit qu'il n'a pas le droit d'insulter le chef de l'État, il n'a pas le droit d'insulter tel, d'insulter tel. Et pourtant, beaucoup disent également que si on avait arrêté les insultes contre les institutions du temps de Wade, on n'en serait pas arrivé à cette étape-là. C'est-à-dire qu'il y a
d'autres personnes qui l'ont fait avant Assane. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Ah, bien sûr, parce que Assane semble comment dirais, suivre les pas de très grands insulteurs de la République. Parce que Assane n'est pas le premier à faire des sorties, à insulter publiquement. On peut prendre beaucoup d'exemples, même du temps du président Abdoulaye Wade. On voyait l'actuel secrétaire d'État Souleymane Jules Diop qui proférait des insultes à l'endroit du président Abdoulaye Wade, à l'endroit de certaines dignités religieuses. Même de l'actuel président. Et même de l'actuel président qui est aujourd'hui son chef, qu'il qualifiait d'incompétent et qu'il disait que bon, si on élisait le président Macky Sall, c'est comme on a élu sa femme, son épouse. C'est ce qu'il disait. Aujourd'hui, c'est ce même Macky Sall qu'il a embauché. On peut prendre l'exemple de Moustapha Cissé Lo, qui s'est permis en 2012 même, à la veille des élections présidentielles, il a eu à insulter, les vidéos sont là, le président Macky Sall de maire, les vidéos sont sur YouTube. C'était vers les mois de mars 2012. Il a eu à insulter le président Macky Sall. Macky Sall n'était pas président, certes, mais il était candidat, il l'avait même menacé. Quand ils ont eu à prendre le pouvoir, il s'est permis de faire des sorties en insultant, comment dirais-je, le marabout Serigne Abdou Fattah, en le traitant de tous les noms d'oiseaux. Serigne Abdou Fattah, c'est le porte-parole de la famille de Serigne Fallou. Il a également insulté Serigne Assane Mbacké. Il insultait les journalistes, l'opposition entre autres. On peut prendre 12 exemples. L'autre là, Moustapha Diakhaté, il s'est permis publiquement de traiter de faucon le président de la République. Les exemples sont nombreux du côté du pouvoir. Les grands insulteurs sont là. Assane semble suivre leur pas. Il y a quelqu'un qui disait qui sème Souleymane Jules Diop récolte Assane Diouf. Mais c'est la triste réalité. Si aujourd'hui l'insulteur Souleymane Jules Diop est aujourd'hui secrétaire d'État, fait partie des boss du pouvoir. Assane doit être ministre. Assane, bien sûr. Donc on n'a rien à dire avec Assane Diouf. C'est une suite logique de ce qui se passait sous l'ère Abdoulaye Wade, qui se passe aujourd'hui sous l'ère du président Macky Sall. Alors, il y a un de nos confrères, un aîné que je salue au passage, qui est appelé récemment pour nous dire, mais vous inquiétez du cas Assane Diouf, vous oubliez qu'il y a ces gens-là qui ont insulté et qui sont aujourd'hui à des postes au sein de l'appareil d'État, mais il me dit également que mais vous avez oublié que récemment, il y a un monsieur qui a fait une vidéo pour insulter par exemple Sidi Lamine Niasse comme il l'a voulu. Il n'a jamais été inquiété. Pourquoi aujourd'hui on voudrait inquiéter un Assane Diouf ou Penda Ba ou le monsieur qui a été arrêté à Kaolack ou bien cet homme-là, un certain Majib, qui a pris le relais de Assane depuis quelque temps? Vous savez, il y en a beaucoup d'ailleurs. Vous savez, moi je pense qu'il y a deux niveaux. D'abord, c'est les responsabilités de l'État du temps de Abdoulaye Wade. D'abord, ce que Souleymane Diop faisait, Abdoulaye Wade pouvait saisir les Canadiens pour que Souleymane Diop soit arrêté. Il ne l'a pas fait pour des raisons que seuls savent. Aujourd'hui, Assane Diouf a fait. La machine judiciaire a été activée au niveau des États-Unis. Assane est arrêté. Vous savez, Macky a d'excellentes relations avec les Américains. C'est l'un des rares chefs d'État à avoir accepté d'accueillir des terroristes libyens en terre sénégalaise. Macky Sall a signé... C'était en avril 2016. Oui, Macky Sall a signé des accords de défense avec les Américains ces accords de défense leur donnent une présence indéterminée sur le territoire sénégalais. Et les accords ont une durée... Comme ils veulent, quand ils veulent. Oui, et où ils veulent. Et où ils veulent. Donc, même chez Moudbal, s'il veut. Voilà. Donc, Macky, c'est l'ami des Américains et il ne faut pas que les Sénégalais même soient étonnés de voir demain Assane amené au Sénégal. C'est dans l'ordre du possible. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec un ami, il me dit, si les autorités sénégalaises donnent des garanties que si Assane vient, il sera traité comme un citoyen sénégalais et qu'il soit bénéficié, et qu'il bénéficie en tout cas de ce que la loi lui donne comme droit, il sera amené et jugé au Sénégal selon le code pénal du Sénégal, il me l'a dit. Donc là, on va essayer de voir autre chose. Mais si on s'arrête un peu sur le cas Souleymane Jules Diop qu'il a évoqué tout à l'heure, vous dites que Abdoulaye Wade aurait pu ou aurait
aurait dû arrêter ça à l'époque, il ne l'a pas fait. Mais quand Abdoulaye Wade a quitté le pouvoir, Souleymane Jules Diop est venu au Sénégal dès la prestation de serment de Macky Sall. Est-ce que dans le cadre de la continuité de l'État, on n'aurait pas dû dire à l'époque que celui que Souleymane Jules Diop insultait, c'était pas Abdoulaye Wade qui nous intéressait à l'époque, mais c'était le chef de l'État du Sénégal. Pourquoi l'actuel pouvoir n'a pas poursuivi Souleymane Jules Diop? Mais c'est ça, c'est vous également dans la traque des biens mal acquis. Quand tu es avec le pouvoir, on ne te fait rien. Quand tu es contre le pouvoir, on te met en prison. C'est un acte qu'il faut dénoncer. Les gens qui ont pris de l'argent, qui sont avec le pouvoir, n'ont pas été poursuivis. Les gens qui auraient pris de l'argent et qui sont contre le pouvoir, ils sont en prison. Regardez le cas Khalifa Sall. Mais Moustapha, autre chose. Est-ce qu'on n'est pas en train également, avec la complicité de la presse, en tout cas tout le monde, de nous dévier de l'essentiel? Mais on est en période hivernale. Il y a des Sénégalais actuellement qui ont passé hier la nuit sous les eaux à cause des inondations. On n'en parle pas. On parle de Kémi Séba, on parle d'Assane Diouf. Ils veulent brader les terres de l'aéroport de Sédar Senghor, c'est 2400 milliards, on n'en parle pas. Qu'en est-il de la traque des biens mal acquis? Il faut faire une évaluation, il faut convoquer... On parle des problèmes du pétrole, le zircon, je crois. Ça ne pose pas de débat dans la presse. Il faut convoquer Mimi Touré pour qu'elle rende compte de la gestion de la traque des biens mal acquis, qui a donné combien, où est l'argent, dans compte. Vous avez tellement raison qu'il y a 2 jours, le journal L'Observateur a écrit que les avocats de l'État qui étaient engagés dans le cadre de la traque des biens mal acquis sont en train de réclamer leur dû. Ceci veut dire peut-être que la traque n'a rien donné, sinon on aurait pu payer ces avocats-là. On nous parle d'Assane Diouf, qu'en est-il de l'affaire Petrotim? Qu'en est-il de tous ces scandales, de tous ces problèmes que nous connaissons, les marchés de gré à gré, et j'en passe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je lance un appel à l'opposition pour qu'elle se regroupe pour faire son travail citoyen. d'éveiller et de défendre les intérêts. Parce que s'opposer, ce n'est pas simplement attendre les élections. C'est ça. Et on a tout l'opposition. Maintenant, ils sont à terre. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus rien. Les gens qui sont là, moi je me dis que le seul opposant aujourd'hui au Sénégal, c'est Idrissa Seck. Parce que lui, il sait que 2019, c'est son élection à lui. Il n'a pas intérêt à négocier ou en tout cas à sacrifier son avenir politique. Les autres, ils sont là, on ne sait pas. Abdoulaye Wade, il est là, les gens s'accrochent sur ses jambes. Qu'est-ce que Abdoulaye Wade peut leur apporter? Abdoulaye Wade n'a plus de victoire devant lui. Il n'a plus de victoire devant lui. Abdoulaye Wade n'a que des défaites. Donc les gens qui sont avec Abdoulaye Wade doivent s'organiser et regrouper l'opposition pour faire face au pouvoir. Et le pouvoir également a un devoir de transparence dans la gestion de la chose publique. Parce que c'est ça un État. Un État, c'est ça une démocratie. Une démocratie, c'est un État qui gouverne, un régime qui est là. C'est une opposition forte et c'est une société civile qui est là, qui veille et qui joue le rôle d'arbitre. Mais tout cela, on est diverti par des choses de Kémi Séba, par des choses de Assane Diouf. C'est désolant. Alors, cette transition-là, Moudban va nous permettre de parler de ce que le journal Walf Quotidien a appelé cette semaine la stratégie de la terre brûlée de Macky Sall. La remarque, c'est que tous les alliés de Macky Sall, en tout cas ceux qui viennent de la gauche, l'AFP, le PS, le PIT, RND, AJ/PADS et tout récemment l'ALD ont connu des remous. Ce sont des partis qui généralement se sont complètement disloqués. Est-ce que vous pensez que c'est le contact avec le pouvoir qui a changé la réalité politique de ces partis-là, ou bien vous dites que c'est une stratégie de Macky Sall qui fait que ses alliés, qui veut que ses alliés soient les plus faibles possibles pour que justement son parti domine? Ah mais bien sûr, je peux dire que c'est une stratégie du président Macky Sall. Parce que si ces partis-là continuent de se renforcer ou bien d'avoir une certaine force et une certaine liberté également, ça ne va pas l'arranger. Raison pour laquelle il a tout fait ou bien il va tout faire pour essayer de les démolir, mais également de les liquider politiquement pour qu'ils ne puissent plus avoir cette force-là, cette liberté-là. On l'a vu avec le Parti socialiste. Le président a tout fait pour les diviser. Khalifa Sall est parti de son côté. Le camp de Ousmane Tanor sont partis également de leur côté. Bon, ils sont le même constat avec l'AFP. Il y a Malika Gakou est parti. Il n'y a pratiquement plus rien. C'est un coquille vide. C'est l'exemple tout dernièrement avec l'ALD, la Ligue démocratique. On parle de LD Debout et de LD Assis. Donc c'est une stratégie du président Macky Sall. Tous ces partis aujourd'hui sont devenus des partis yobalement. Il n'existe pratiquement plus rien là-bas.
plus rien. Alors, quand on prend le cas du PS, il y a une partie du PS qui passe son temps à faire l'éloge de Macky Sall, de son pouvoir. Ils sont pratiquement devenus les griots du pouvoir de Macky Sall. Si vous allez à l'AFP, Malick Gakou a essayé de résister, il a été viré du parti, il est parti. Khalifa Sall n'a pas voulu quitter le PS, il se retrouve finalement à Rebeuss. AJ/PADS a été cassé en deux, depuis Wade d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la LD. Certains disent que c'est Abdoulaye Bathily qui ne serait pas content du compagnonnage avec le pouvoir de Macky Sall. D'autres disent que, en tout cas, Khoudia Mbaye Seydi l'a dit, que les gens qui parlent de LD debout sont plus proches de Manko de Khalifa Sall qu'autre chose. Est-ce que on n'est pas en train de faire du tort au président Macky Sall que de dire que c'est lui qui est derrière tout cela? Non, vous savez... est-ce que ce ne sont pas ces partis-là qui ont des problèmes? Vous savez, moi j'ai beaucoup réfléchi sur la stratégie de Macky et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Macky c'est un fin stratège politique. Il est très dangereux. C'est un ancien communiste qui a fréquenté Wade, donc moi je pense qu'il y a des gens, des gens très futés qui lui donnent des conseils, qui l'encadrent. Ou bien si c'est lui, c'est parce que Macky il est fort. Il n'a pas de parti. L'APR, ce n'est pas un parti. L'APR n'a jamais participé à une élection au Sénégal. En tout cas l'APR en tant qu'entité politique. Le PS a participé à des élections. On ne sait pas ce que PS... Le PDS a participé. Mais l'APR, la première élection de l'APR, c'est Dekal Ngor, c'était dans le cadre d'une coalition Dekal Ngor en 2009. La deuxième élection de l'APR, c'est le cas de Macky 2012, en 2012. Deuxième tour 2012, c'est Benno Bokk Yakaar. Jusqu'à présent, l'APR n'a jamais participé à une élection, au Sénégal en tout cas. Elle n'a pas d'instance régulière. Elle n'a pas d'instance, c'est pas organisé, donc et l'APR a pris le pouvoir. Donc Macky, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait qu'il n'a pas de parti. Et il fait face. Moi, je me dis que est-ce que Macron ne s'est pas inspiré de Macky? Parce que les plus grandes formations au Sénégal aujourd'hui c'est le PS, c'est le PDS. Les plus grandes formations. En France, les plus grandes formations, c'est la gauche, c'est la droite. Donc, le PS et les Républicains. Macron n'est ni de la gauche, ni de la droite. Il a pris des éléments de la gauche et de la droite et des éléments de la société civile pour être président. Macky n'a pas de parti. L'APR, c'est un mouvement pratiquement. Mais il a pris des éléments du PDS, des éléments de l'AFP, du PS, pour gagner le pouvoir et pour se maintenir au pouvoir. Et il fonctionne comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Le PDS, c'est un grand parti. Je ne peux pas avoir pris le PDS, je ne peux pas avoir Abdoulaye Wade, en tout cas, ou bien par rapport à le problème que j'ai avec eux. Je prends certains éléments du PDS. Le Parti socialiste, j'ai déjà Tanor, j'ai la direction du parti, j'ai le système avec Tanor, je le garde, je lui donne quelque chose, des fromages, il gère. Tanor, actuellement, il est le plus âgé, à part le plus âgé des hommes politiques, c'est Niass, Tanor, Abdoul Mbaye, Pape Diop. Tanor ne va pas continuer à inhaler du gaz lacrymogène. Il va rester avec Macky, gérer ensemble, gagner ensemble, gouverner ensemble. C'est ce qu'il avait dit à Hambourg et il est en train de le faire. Et les jeunes qui sont avec Tanor et qui acceptent il les sacrifie. Il les sacrifie parce que lui, il pense à lui. Il est avec Macky, il gère. Mais Moussa Niasse a dit la même chose, c'est un homme d'affaires. Il a des entreprises, il ne va pas s'opposer à Macky. Il va vieillir et gérer avec Macky jusqu'à 2024. Le reste, ce n'est pas leur affaire. Macky, il sait ça. Il les gère, les autres qui ne veulent pas sur Moussa Niasse ou Ousmane Tanor Dieng, mais ils ont qu'à essayer ailleurs, comme Malick Gakou, et là, tu vois les résultats. Il en a fait avec les autres partis. Le PIT, c'est comme ça. Le PIT, il a pris Ahmad Dansokho, il a pris Maguette Diouf et les autres sont sortis. Ceux qui sortent, ils vont faire des trucs comme Kémi Saba, des buzz 2-3 jours, après c'est fini. Macky, il gère l'essentiel et c'est comme ça. Le reste, c'est qu'il fait. Regardez, Macky a créé les bourses familiales. Mais les bourses familiales, c'est pratiquement 300 000 personnes bénéficiaires. Dis-toi que les 250 000 vont voter pour lui, ou bien les 200 000. Les 200 000, si c'est une femme, elle amène son mari pour voter pour Macky. Si c'est un homme, il amène sa femme. Mais finalement, les 300 000 sont maintenant avec les Alpulaar qui sont avec lui, il faut le dire. Une partie des Sérères, mais elle est militante de l'APR. Mais Macky, quand il va aux élections, il y va avec au moins un quota de 500 000 électeurs sous les mains. Mais il a fait un calcul, attention, Macky, ce n'est pas un petit banc. Maintenant, l'opposition qui est là, qui est en train de faire comme Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng. Au lieu de laisser Moustapha Niasse diriger la liste de Benno pour battre Abdoulaye Wade, ou laisser Niasse diriger la liste de Benno pour battre Abdoulaye Wade en 2012, ils sont querellés, il y a une séparation, Macky a pris le pouvoir. L'opposition est en train de faire la même chose actuellement. Justement, est-ce que cette stratégie-là de Macky Sall, ce sera ma dernière question d'ailleurs, et n'est pas risquée
quand on sait que si l'opposition ne s'entend pas, quelqu'un peut sortir de nulle part, comme on le dit souvent, et prendre le pouvoir. On a vu le Bénin qui a vécu ça, Macron en France. Est-ce qu'on peut pas, un tel scénario n'est pas possible d'ici 2019? Mais on l'a vu avec lui aussi. Oui, Macky Sall en 2012, personne n'osait parier jusqu'en 2011, personne ne pensait Macky Sall président en 2012. Il l'a fait. Personne. Mais il reste pratiquement 2 ans, moins de 2 ans des élections. Tout peut y arriver. On peut s'attendre à tout. Quelqu'un peut sortir du néant pour venir se présenter en 2019 face à lui, l'amener au second tour et que les autres se retrouvent derrière cette personne-là pour le l'amener au second tour. Tout est possible. Tout est possible. En tout cas, grand merci à vous, Bassirou Dieng. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Le Témoin et que vous étiez avec Mamadou Moudbane, directeur de publication de Dakar Times. C'est bien Times et no Time. Dakar Times, hein, les invités de ce numéro d'Actu en 7 qui est à présent terminé. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à vous le présenter. Oustaz Hassan Diouf à la coordination, Moudou Diouf en a assuré la partie technique. Merci également à Safiatou Sissé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi et bien à vous.